Bonjour YouTube et bienvenue dans cette séance des questions d'actualité au gouvernement. Nous sommes exceptionnellement le mardi 24 février 2026. Nous allons regarder exclusivement les QAG de l'Assemblée nationale puisqu'il n'y en aura pas au Sénat. Je ne peux tout simplement pas suivre le format mercredi Bonjour où à on tous, voit la Assemblée séance est nationale ouverte. et Sénat. Donc du coup, on va regarder la séance du mardi. Il y a 4 ans, 16 jour questions. pour jour, la oui. Russie agressait l'Ukraine. Depuis, l'Ukraine résiste héroïquement et nous sommes à ses côtés. Après tant de sacrifices, de bravoure, mais aussi de souffrance, nous formons tous le vœu qu'une paix durable et juste puisse enfin être trouvée. En notre nom à tous, je tiens à saluer l'ambassadeur d'Ukraine présent en tribune et à travers lui à saluer le peuple ukrainien. Ah, je me souviens de sa tête. Effectivement, il est habitué de l'Assemblée nationale. 4 ans, hein. 4 ans. Alors que la Russie disait dans ses éléments de langage il y a 4 ans que ce serait une guerre éclair, clin d'œil, une petite opération militaire et que ce serait réglé rapidement. Le fait est qu'aujourd'hui, la stratégie a complètement changé. Merci beaucoup. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première question va être posée par Madame Anne-Laure Blin pour le groupe Droite républicaine. Et on commence par la droite. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, le Salon de l'Agriculture l'agriculture vient d'ouvrir. C'est une vraie fierté nationale. Mais il faut dire les choses. Ici, dans cet hémicycle, beaucoup militent pour la décroissance. Une décroissance qui ne fait qu'affaiblir nos agriculteurs, alors que notre priorité devrait être de les soutenir. Le Maine-et-Loire a les pieds dans l'eau. Dans ma circonscription, à Saumur, à Brion, les champs sont gorgés d'eau. Partout, l'eau file sans que l'on puisse la stocker. Nous avons besoin d'un véritable sursaut. Nos souverainetés semencières et alimentaires sont menacées sous le poids des surtranspositions et des normes excessives, souvent, très souvent, plus dures que celles imposées à nos concurrents. Là où d'autres nations protègent leur agriculture comme un actif stratégique, en France, c'est toujours la même rengaine, la contrainte. Depuis l'an dernier, notre balance commerciale agroalimentaire a chuté de près de 4,7 milliards d'euros. Et la balance des produits agricoles bruts est devenue déficitaire. Nos agriculteurs ne demandent qu'une seule chose, vivre dignement de leur travail. Mais ils sont pris en étau entre des contraintes nationales et des limites européennes, dans un contexte de distorsion de concurrence, alors que 25% des produits importés ne respecteraient pas nos standards. En 20 ans, le code rural a augmenté de 140%, le code dans l'environnement 960%, un vrai enfer administratif. Monsieur le Premier ministre, si vous avez envoyé quelques signaux, il nous faut aller plus loin et plus vite. Il faut déployer les moyens de stockage d'eau. Il faut changer de paradigme envers l'administration et mettre en place un véritable droit à l'erreur. Il faut stopper net toutes les surtranspositions et supprimer toutes les agences inutiles, à commencer par l'OFB. Monsieur le Premier ministre, avec Laurent Wauquiez, notre groupe de la droite républicaine, nous vous le demandons. Est-ce qu'enfin, le projet de loi d'urgence agricole contiendra toutes ces réponses concrètes que nos agriculteurs attendent? Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Laurent Panifoux, ministre en charge des relations avec le Parlement. Merci, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés. Madame la députée Anne-Laure Blin. J'ai l'impression d'avoir un son faible. Vous parlez de souveraineté et vous avez raison. La reconquête de notre souveraineté alimentaire est la boussole de l'action du gouvernement. C'est le sens des conférences de la souveraineté alimentaire que la ministre a lancées en décembre dernier. Leur phase nationale vient de s'achever. Dans un temps contraint, producteurs, transformateurs et distributeurs ont accepté un exercice exigeant de concertation et de vérité. C'est précisément cela, les plans stratégiques par filière, que vous appelez de vos vœux. Il en ressort une détermination claire, reprendre la main, affronter lucidement les défis et agir. La ministre est d'ailleurs actuellement au Salon de l'Agriculture en train d'annoncer les résultats de ce travail collectif des filières. Nous entrons désormais dans la phase territoriale, partout en France, avec les préfets, les régions, les chambres d'agriculture et les filières. Nous devons transformer l'ambition en projets concrets. Des exploitations qui s'installent, des bâtiments qui se construisent, des emplois qui se créent.
Notre responsabilité est simple, franchir la barre que nous avons nous-mêmes fixée et redonner à la France la maîtrise de son destin alimentaire. Beaucoup a été fait, mais nous devons désormais encore accélérer. C'est le sens de la loi agricole que nous préparons en allant à la rencontre des agriculteurs dans toutes les régions. Les consultations engagées, notamment à l'occasion de ce salon de l'agriculture, nous permettent d'apporter des réponses concrètes aux difficultés du quotidien. Sur l'eau, sur le loup, la prédation en général, sur les moyens de production et sur d'autres sujets en cours de discussion, nous activerons tous les leviers disponibles dans le temps contraint qui est le nôtre pour simplifier la vie des agriculteurs. Cette loi sera très opérationnelle et conformément à notre engagement, une première lecture aura lieu au Sénat avant l'été. Nous serons au rendez-vous et nous savons que nous pourrons compter sur vous, Madame la députée. Donc rien sur le changement climatique. Merci beaucoup, donc, tant pis si les agriculteurs ont les pieds encore plus La dans l'eau, parole quoi. est à présent à Monsieur Maxime Amblard pour le Rassemblement national. Oh bordel. Oh Merci, bordel. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre de l'Économie. Quel ne fut pas mon étonnement de nous voir parvenir juste après la publication de votre PPE3, le fameux rapport d'EDF sur la modulation qui était prêt depuis 2 mois. Quelle ne fut pas ma surprise à sa lecture de voir que ce que nous disions depuis des années au Rassemblement national, ce sur quoi j'avais alerté il y a 1 an, s'avère confirmé par ce même rapport, que nos réacteurs sont optimisés pour fonctionner à pleine puissance, que l'augmentation de la production éolienne et photovoltaïque amène inévitablement à augmenter la modulation du parc ainsi que la fréquence des arrêts, et que les contraintes physiques, thermiques et mécaniques qui en découlent impliquent une usure prématurée des réacteurs. Mais surtout, Monsieur le Ministre, quelle ne fut pas ma stupeur à la lecture de votre PPE3 de voir que vous m'avez délibérément menti. Alors que vous me répondiez ici même il y a quelques semaines qu'elle prendrait en compte les conclusions du dit rapport, il se trouve que la modulation n'est finalement mentionnée que dans un pauvre petit paragraphe qui dit même le contraire du rapport en osant comparer la modulation planifiée et saisonnière des années 90 à la modulation contrainte et infrajournalière d'aujourd'hui, quand EDF lui-même nous dit que 2024 est un tournant sur la nature de ces modulations et de ses impacts. Des impacts concrets et avérés qui ne sont même pas chiffrés ou qui ne le sont plus. Car bizarrement, il semble qu'une partie soit manquante. Je parle évidemment là de la partie qui traite de l'impact économique de cette nouvelle forme de modulation. Mais soyez rassurés, il s'agit là d'une partie que j'ai pu me procurer et qui est sans appel. Des dizaines de milliards de manques à gagner, de charges supplémentaires et de surcoûts directs et indirects qui sont venus immanquablement s'ajouter aux dizaines de milliards de subventions d'ores et déjà englouties par les énergies intermittentes et qui sont venus grossir la facture d'électricité. En bref, des conclusions qui n'allaient pas dans le sens de votre désastreuse PPE3 et que vous préférez donc cacher. Une désastreuse PPE3 qui s'assoit sur les prévisions de consommation de RTE, qui poursuit sa fuite en avant sur les déploiements démesurés de sources intermittentes, qui balaye d'un revers de la main les impacts de la modulation nucléaire et dont le tout continuera immanquablement à faire exploser la facture d'électricité des Français. Alors, Monsieur le Ministre, dans un dernier espoir d'obtenir une réponse honnête de votre part, ma question sera plus simple que les précédentes. Quand allez-vous enfin arrêter de nous prendre pour des buses? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Roland Lescure, Ça aurait été marrant, ça. ministre de l'économie et des Ah, finances. salut les jeunes. Merci, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Maxime Amblard, à question malhonnête. Qu'est-ce que j'ai dit, Amblard, ouais. Non, il a dit Anglard, effectivement. À question malhonnête, réponse honnête. Une fois de plus, bah oui. Une fois de plus sur ce sujet, comme souvent, vous partez dans tous les sens, vous nous faites des prêtés d'intention et vous racontez largement n'importe quoi. Qui plus est, en proposant de censurer le gouvernement sur la base d'un document pour lequel vous envisagez donc de ne pas débattre à l'Assemblée. Vous le savez sans doute, nous avons proposé à l'Assemblée nationale de débattre de ce décret. C'est prévu le 25 mars, Madame la Présidente, en audition des commissions économiques, finances et développement durable. Si le gouvernement venait à tomber demain, évidemment, le décret serait toujours là, mais ce débat n'aurait pas lieu. Oh, c'est sympa. Monsieur le député. Vous le savez, la modulation, d'ailleurs, vous l'avez évoqué, ça fait partie, j'allais dire, de l'ordinaire. Et vous le savez que dans les années 70 et 80, quand on a lancé un grand programme électronucléaire, à l'époque déjà, des gens sans doute comme vous reprochaient au gouvernement qui se lançait dans ce grand programme de faire de la modulation excessive, de risquer de mettre EDF en faillite et de ne pas être passé par l'Assemblée pour adopter ce grand projet. Oui, nous assumons, monsieur le député, de lancer un grand projet d'investissement dans les énergies nucléaires et dans les énergies alternatives, de manière à mettre la France sur la voie du XXIe siècle et que les 30 années qui viennent permettent effectivement à la France d'avoir une énergie décarbonée
souveraine et qui nourrissent les filières industrielles. Monsieur le député, il y a un an de ça, à peine, en mai dernier, vous disiez les réacteurs, on n'a qu'à les faire construire par les Coréens, les Américains. Monsieur Tanguy, qui braille derrière vous, est fasciné par la capacité des Chinois à construire des réacteurs en 5 ans. Nous assumons le fait de prendre le temps de financer des investissements fabriqués en France qui tiendront compte de l'ensemble des enjeux, y compris de ceux de la mobilisation. Alors, nous faisons le choix de la souveraineté, vous faites le choix alternatif. Demain après-midi. Merci. La parole est à présent à M. Hugo Bernalicis pour la France Insoumise. Les 2 motions de censure portent. Allez, Monsieur le ministre de l'Intérieur, avez-vous pris connaissance des révélations publiées par l'Humanité concernant les liens entre des militantes du collectif d'extrême droite Némésis et des néo-nazis du groupe Audace? Je vous les lis. On peut être 2 ou 3 filles à tracter là où vous voulez les choper, un peu pour faire l'appât. Ces échanges intervenus en octobre dernier à Lyon visaient à organiser un guet-apens contre des militants antifascistes. Les faits sont graves. Ils décrivent des méthodes d'intimidation et de violence politique assumées. Des fémo-nationalistes qui échangent avec des néo-nazis pour piéger et frapper des opposants politiques. Nous le disons, la violence politique dessert notre projet. Mais qu'en est-il du vôtre? Ce sont ces mêmes groupes que votre ministère n'a pas interdit de défiler récemment à Lyon, dans un contexte de récupération d'un drame humain, avec des mots d'ordre et des symboles qui révèlent la montée du fascisme. Votre famille politique doit s'expliquer. Quand votre candidate Martine Vassal reprend une devise pétainiste, quand votre ministre Aurore Bergé cite l'antisémite d'extrême droite Charles Maurras et propose un accord politique électoral avec le Rassemblement national, le bruit des bottes se fait de plus en plus lourd dans notre pays. Je dénonce que votre ministère a fait le choix, pour des raisons politiciennes, de réprimer les mouvements sociaux pacifiques, des manifestations écologistes non violentes, des rassemblements pour la paix en Palestine. Et quand des néo-nazis défilent, là, non, non, ça ne trouble pas votre ordre public. Je vous pose donc une question précise. Allez-vous saisir la justice pour demander la dissolution judiciaire du collectif Némésis? Ou bien, comme votre prédécesseur, Bruno Retailleau, vous dites « Bravo pour votre combat, vous savez que j'en suis très proche ». Nous sommes antifascistes parce que nous sommes républicains. Et vous? Et vous? Merci. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur. Eh bien, je sens que la question ne va pas enfiler des terres. La réponse. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Hugo Bernalicis, je vais vous répondre en républicain. Je vais vous répondre en républicain en 2 temps. D'abord, concernant la manifestation. La manifestation, elle avait été déclarée par des personnes et elle a été déclarée comme un hommage en la mort dramatique de Quentin, hommage en Quentin. Et cette manifestation, évidemment, je ne l'ai pas autorisée, je ne l'ai pas interdite. Pourquoi? Parce que vous le savez très bien, et vous êtes bien placé pour le savoir, je ne peux interdire des manifestations que quand il y a des risques de troubles à l'ordre public, et qu'en plus, je ne suis pas en mesure de les contenir. Donc j'ai apprécié en conscience, et j'ai considéré qu'il n'y avait pas lieu d'interdire ce rassemblement. Pour autant, est-ce que cela veut dire que nous partageons les gestes et les propos inacceptables, gestes qui ont été tenus, les propos inacceptables qui ont été entendus? Évidemment non, puisque la justice a été saisie. Vous savez que la préfète du Rhône a exercé un article 40 et que des enquêtes judiciaires ont été ouvertes et que ces gestes et ces propos seront poursuivis et seront punis. Concernant la dissolution d'un certain nombre de structures, vous avez parlé notamment de Némésis. Moi, je suis un républicain, je suis un ministre de l'Intérieur républicain. Il n'y a aucun groupe qui échappe au contrôle et à la vigilance des services qui sont placés sous mon autorité. Vous savez que les règles de dissolution, elles sont très claires. En police administrative, tout groupement qui appelle à la violence, qui appelle à la discrimination, à la haine, est susceptible de faire l'objet d'une procédure de dissolution. Aucune structure n'y échappe, y compris les groupuscules de la mouvance, identitaire à laquelle appartient Némésis. Que les choses soient claires, dans l'esprit du ministre de l'Intérieur que je suis, c'est le cas. Et ensuite, j'analyserai, comme je le fais pour tous les groupes d'ultra-droite comme d'ultra-gauche, s'ils rentrent dans le cadre de la dissolution ou pas. Concernant la saisine de la justice, il y a une enquête judiciaire qui est en cours sur les faits de Lyon et je ne doute pas que si elle le devait, les magistrats n'hésiteront pas à étendre leurs investigations là où elles le doivent. Peut-être même dans vos rangs comme dans d'autres rangs. Merci, monsieur le ministre.
Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Monsieur Christophe Plassard pour le groupe Horizon. Horizon. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre de l'Économie, le 10e baromètre des investissements industriels mondiaux positionne la France à la 4e place, derrière les États-Unis, la Chine et l'Inde, entre 2021 et 2025, avec 139 milliards de dollars reçus, ce qui représente le tiers des investissements réalisés en Europe. Cette enquête démontre l'attractivité de notre pays, elle doit cependant nous alerter. Aux États-Unis, ce sont les Américains qui investissent. En France, 78% des investissements viennent de l'étranger, soit 166 milliards de dollars. Ces chiffres traduisent une réalité implacable. Nos fleurons industriels attirent, intéressent, séduisent les financiers. De Gaulle disait que les États n'ont pas d'ennemis, seulement des intérêts. Ces investisseurs ne sont donc pas tous nos amis. Néanmoins, la France est aussi championne d'Europe des autorisations d'investissement sous conditions afin de préserver notre souveraineté. Vous avez traité ces dernières semaines de nombreux dossiers d'IEF, comme Eutelsat, LMB, Exaïon, qui ont attiré les médias et suscité de nombreux commentaires politiques. Un travail important a été entrepris, comme indiquait mon rapport sur la guerre économique. Nos services fonctionnent, mais manquent de muscles. Le CICE n'est doté que de 70 ETP et la loi de blocage de 1968 est plafonnée à une amende de 18 000 € par exemple. Il s'agit bien d'une ligne de crête entre le financement des entreprises françaises qui ont besoin de capitaux et la nécessité vitale de préserver notre souveraineté économique. Car au-delà des secteurs dits stratégiques se pose la question de notre indépendance dans un environnement géopolitique de plus en plus instable. Nous sortons de la naïveté vis-à-vis de la mondialisation heureuse et c'est indispensable. Maintenant, nous avons besoin d'outils juridiques, économiques, humains pour préserver nos industries sans les couper des ressources dont elles ont besoin. Monsieur le ministre, ma crainte est simple. La France paiera-t-elle de sa souveraineté ses financements internationaux? Que compte faire le gouvernement afin de nous doter de ces outils de protection de notre économie? Et suivant quel calendrier afin de traiter le fond du sujet plutôt que de devoir feuilletonner le nom de chaque semaine d'entreprises différentes? Je vous remercie. Merci beaucoup, Chérir Monsieur les le causes député. dont La parole il est à déplore Monsieur les Roland conséquences. Lescure, ministre de l'Économie et des Finances. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Christophe Plassard, merci pour votre question qui, loin des caricatures et parfois des fausses nouvelles qui ont égrené ces dernières semaines, permettent de bien poser un bon problème. Vous l'avez dit, la France, elle attire des capitaux, et j'allais dire c'est tant mieux. On est capable de développer des entreprises françaises dans des secteurs importants d'innovation grâce à des gens qui choisissent la France. La France, elle conquiert aussi. On a des entreprises françaises qui croissent à l'international, y compris d'ailleurs en Amérique du Nord, où il y a beaucoup d'entreprises qui investissent. Mais ces succès à l'international ne doivent pas se faire au prix de la souveraineté, vous l'avez mentionné. Et de ce point de vue-là, nous disposons, vous l'avez aussi évoqué, d'un dispositif plutôt exemplaire en Europe, mais que nous devons régulièrement réinterroger et pourquoi pas approfondir. C'était le fameux décret Montebourg passé il y a un peu plus de 10 ans, qui a été régulièrement approfondi, élargi, notamment dans les secteurs concernés, qui nous a permis d'examiner plus de 400 dossiers récemment, notamment les 3 dossiers que vous avez mentionnés. Nous sommes capables aujourd'hui de bloquer des transactions quand nous considérons qu'elles mettent en danger la souveraineté, de mettre en place des conditions extrêmement strictes, comme ça a été le cas pour LMB ou Exaïon, ou parfois de laisser des investissements se faire. Nous avons considéré, le Premier ministre a considéré qu'il était temps de revoir cette doctrine pour voir si on pouvait à nouveau l'adapter, l'élargir, l'approfondir, notamment à des secteurs nouveaux. Et il a souhaité que nous vous confions une mission, Monsieur Plassard, avec le député Jean-Louis Thériault et le député Charles Rodwell, de manière à réexaminer ces dispositifs et voir si on peut les améliorer, à la fois dans un cadre français, mais aussi, pourquoi pas, dans un cadre européen où les notions notamment de préférence européenne sont en cours. Vous le voyez, nous n'abandonnons pas ce sujet qui est un sujet important. Nous souhaitons que la France soit ouverte, mais nous souhaitons évidemment qu'elle ne soit pas ouverte à 4 vents et que la souveraineté industrielle de nos grands champions puisse être préservée et qu'on puisse continuer à développer de belles pépites. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Eva Sas pour le groupe écologiste et social. C'est ma cousine. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Comptes publics. Monsieur le ministre, le 14 janvier, votre prédécesseur Amélie de Montchalin affirmait ici, en réaction aux propos d'Éric Lombard, « Il n'est pas vrai que des dizaines de milliers de Français fortunés ne paieraient aucun impôt sur le revenu. Il n'y a pas de document à Bercy qui le montrerait. » Depuis, nous avons eu la preuve qu'Amélie de Montchalin avait menti.
Une preuve qui vient tout droit de Bercy, qui confirme que 13 335 contribuables assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière ne payent aucun impôt sur le revenu, alors même que leur seul patrimoine immobilier dépasse 1,3 million d'euros. Ces chiffres confirment, une fois de plus, ce que nous dénonçons sans relâche. Les plus riches contournent massivement l'impôt. Vous le savez, et vous ne faites rien, à part quelques mesures cosmétiques, comme la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, au rendement annoncé de 1,9 milliard d'euros, qui ne rapportera finalement que 400 millions d'euros, et votre taxe holding, dont le rendement ne dépassera pas 100 millions d'euros. Les moyens existent pourtant de s'attaquer à la suroptimisation fiscale des ultra-riches. Nous vous en avons proposé un, ici même, il y a un an, la taxe Zuckman, que nous avons fait adopter dans la niche du groupe écologiste et social. Une mesure juste qui ne vise pas les plus riches en général, mais seulement ceux qui abusent de l'optimisation fiscale. Une mesure que 86% des Français attendent. Mais vous, avec le bloc central, la droite et l'extrême droite, vous avez refusé de l'intégrer au budget 2026. Les Français ont pourtant droit à l'équité devant l'impôt. C'est une question de justice, c'est une question de cohésion nationale. Alors, Monsieur le ministre, j'aurais deux questions. Comment expliquez-vous que la ministre des Comptes publics ait menti devant la représentation nationale? Et quand le gouvernement s'attaquera-t-il enfin à l'évasion fiscale des plus riches? Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur David Amiel, ministre en charge des Comptes publics. Merci, Madame David la Amiel, le nouveau ministre en remplacement d'Amélie de députés, Montchalin. Madame la députée Sass, il faut arrêter d'entretenir la confusion dans ce débat. Parce que la note que vous évoquez, qui a été produite à la demande express du Sénat après les demandes qui avaient été formulées le 22 janvier, recouvre des situations extrêmement différentes, tout simplement parce qu'il y a des raisons extrêmement différentes qui peuvent expliquer une déconnexion entre la valeur du patrimoine immobilier et le montant du revenu imposable. Il y a des retraités qui possèdent des biens dans des zones qui ont connu une flambée immobilière, il y a des entrepreneurs qui ont des revenus extrêmement variables. Il y a énormément de cas de la sorte, mais Madame la députée, pour précisément qu'il n'y ait aucune confusion, une analyse plus approfondie des différents cas possibles, dans le respect évidemment du secret fiscal, sera mise à disposition du Parlement. Parce que, Madame la députée, ce qui compte, ce n'est pas d'entretenir la confusion, c'est l'action. La loi de finances qui a été promulguée comporte des mesures essentielles de lutte contre l'optimisation fiscale abusive. Il ne sera désormais plus possible de transmettre un château à ses enfants en bénéficiant du pacte Dutreil. Il ne sera plus possible d'héberger dans une holding un chalet, un yacht, loué une semaine par an afin d'échapper à l'impôt sur le revenu. Ces outils, ces méthodes qui étaient utilisées pour abuser les sourcils parce qu'il y a déjà les mesures de contournement qui sont prévues ne seront plus possibles après les lois de finances qui ont été interdites. Il faudra aller plus loin, Madame la députée, en matière de lutte contre la fraude fiscale. Et le projet de loi qui est en cours d'examen au Parlement permettra de renforcer la détection, le recouvrement, la répression de ceux qui font de la fraude un business. Et j'espère, Madame la députée, que nous pourrons compter sur vous pour donner à nos services de recouvrement, à nos services de contrôle fiscal, les moyens dont ils ont besoin dans le cadre de ce projet de loi. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à présent à Madame Prisca Thévenot pour le groupe Ensemble pour la République. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, il y a 4 ans, jour pour jour, la Russie envahissait l'Ukraine. 4 ans après, l'Ukraine tient toujours. Elle tient sous les frappes massives. Elle tient malgré les destructions. Elle tient parce qu'elle défend sa liberté. Et en défendant sa liberté, elle protège aussi notre sécurité collective, notre modèle démocratique et l'idée même que la force ne fait pas le droit sur notre continent. Dans ce combat, la France a toujours été au rendez-vous et elle l'est plus encore aujourd'hui. La coalition des volontaires à l'initiative du président de la République l'a démontré. Notre pays ne subit pas les événements, il organise la riposte européenne. Car oui, 4 ans après, le moment est décisif. L'Ukraine a besoin d'un soutien massif et immédiat. Or, le fait de soutenir les Ukrainiens ne fait toujours pas l'unanimité au sein de la classe politique française, aussi bien ici à l'Assemblée nationale qu'au Parlement européen.
Un prêt de 90 milliards d'euros a été décidé au niveau européen, mais ce prêt est désormais bloqué par la Hongrie d'Orban, ami de Mme Le Pen et de M. Bardella. Oui, M. Tanguy. D'ailleurs, le RN a voté contre ce prêt au Parlement européen. Si l'extrême droite continue en réalité d'être le soutien de M. Poutine, l'extrême gauche n'a rien à lui envier. La France insoumise a annoncé son opposition à la stratégie d'aide. Pendant que les extrêmes bloquent, les soldats et les civils ukrainiens meurent. L'heure n'est plus au blocage mais à l'action. Et aujourd'hui, le choix de l'action est clair. C'est la raison pour laquelle Gabriel Attal et des députés de notre groupe sont aujourd'hui en Ukraine. Ce déplacement n'est pas symbolique, il incarne la constance et la lucidité de ma famille politique. Des dizaines de milliards d'euros d'actifs russes sont aujourd'hui gelés dans les banques européennes, alors que l'Ukraine se reconstruit sous les bombes. La proposition portée par Gabriel Attal est juste et de bon sens. Il revient à la Russie d'assumer le coût financier de cette guerre. Alors, Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour lever les blocages qui existent et permettre l'utilisation de ces avoirs gelés? Je vous remercie. Pour la Russie, merci, Madame parce que la Russie a perdu la guerre en Ukraine. Voilà, de l'Europe et des Affaires et que l'Europe est en situation de Merci, force. Madame la Présidente, d'avoir rendu hommage tout à l'heure le monde de au courage et à la résistance héroïque du peuple ukrainien depuis maintenant 4 ans. 4 ans qui s'ajoutent à 8 années, qui font 12 années de cette révolution pacifique, démocratique et européenne qui commença en 2014 sur le Maïdan et que Vladimir Poutine tente en vain d'étouffer par sa guerre d'agression. Je veux saluer aussi la présence de Gabriel Attal, président du groupe, et des députés qui l'accompagnent, comme celle de chefs de parti, Olivier Faure y est également, qui manifestent par leur présence le soutien indéfectible de la France et des Français à la cause de l'Ukraine. Une cause qui est juste, mais une cause qui touche aussi à nos intérêts directs, puisque le combat des Ukrainiens, c'est aussi un combat pour la sécurité et la paix sur le continent européen. C'est la raison pour laquelle la France, vous l'avez parfaitement rappelé, s'est tenue aux côtés de l'Ukraine dès le premier jour. Et que aujourd'hui, le président de la République a réuni la coalition des volontaires qui, sans attendre le cessez-le-feu, prépare les conditions d'une paix juste et durable par des garanties de sécurité permettant de dissuader toute nouvelle agression à l'avenir. Alors oui, nous avons décidé au mois de décembre dernier, nouvelle décision historique prise par les Européens, de consacrer 90 milliards d'euros, de les apporter à l'Ukraine pour mettre le pays à l'écart de toute difficulté financière dans les 2 ans qui viennent. Je n'ai aucun doute sur le fait que ce prêt sera définitivement adopté dans les jours qui viennent. La question n'est pas de savoir s'il sera adopté, la question est de savoir quand. Et je veux saluer le Parlement européen qui, dans sa quasi-intégralité, s'est mobilisé en soutien de ce prêt, mais vous l'avez dit, il manquait des voix pour faire l'unanimité. Ces voix, c'était celle du Rassemblement national et celle de la France insoumise. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Bienvenue sur ce stream des QAG. La parole est à présent à Monsieur Maxime Michelet pour le groupe UDR. Oh, pas l'Union des droits pour la Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à la ministre de l'Agriculture. Le Salon de l'Agriculture a ouvert ses portes, mais la fête n'y est plus. Dans les allées du salon, une question est sur toutes les lèvres. L'agriculture française survivra-t-elle? Car c'est désormais la survie du monde agricole qui est en jeu. Crise sanitaire, signature du Mercosur, asphyxie normative, surtranspositions insensées, interdictions sans solution, dogmatismes environnementalistes, balance commerciale qui s'effondre et manque de basculer. Face à ces défis, le gouvernement a tergiversé, hésité, reculé, sacrifié nos producteurs sur l'autel des postures, car le gouvernement est incapable de tenir tête à l'Union européenne ou à l'usurpation administrative. Le groupe UDR était ce matin au Salon de l'Agriculture et les acteurs du monde agricole ont un message simple. Ils ne veulent pas vivre de l'aumône publique, mais ils veulent vivre de leur travail, du travail de leur terre. Ils veulent vivre de leur production. Mais pour cela, ils veulent que nous libérions leurs capacités et leurs moyens de production. Tous nous ont ainsi fait part de la détresse d'un monde agricole étreint par l'urgence de pouvoir produire. Mais votre gouvernement ne paraît pas prendre la mesure de cette urgence et votre loi d'urgence n'en a déjà plus que le nom. Vous n'êtes pas pressé de la faire voter. Vous l'avez promise en janvier, elle n'arrivera au Parlement qu'en juin, selon un calendrier qui laisse douter de son adoption en raison des sénatoriales et car le Sénat refuse de siéger au-delà du 14 juillet. Et d'ailleurs, ce calendrier nous interroge. Oui, pourquoi débuter la navette parlementaire au Sénat, alors que c'est ici, à l'Assemblée nationale, que la majorité d'idées doit se bâtir, et alors que nous aurions le temps à l'Assemblée nationale d'étudier le texte avant l'été?
Au-delà du calendrier, l'absence des phytosanitaires nous interroge aussi, car il y a urgence. Alors vous nous répondrez que les freins juridiques, voire constitutionnels, ne le permettent pas. Et ma question est dès lors simple. N'y a-t-il pas urgence également à lever ces freins juridiques, voire constitutionnels, et à rendre enfin aux politiques toute sa capacité à produire la loi? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Laurent Panifoux, ministre en charge des relations avec le Parlement. Merci, madame la présidente, mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Maxime Michelet. Vous m'interrogez quelque part sur la question du calendrier et sur le fait que le texte qui traite de la question agricole, de l'urgence agricole, soit programmé au mois de juin. Je vais reprendre de manière plus globale les choix qui sont ceux du gouvernement pour les mois à venir. Quels sont les grands principes de ce calendrier que vous aurez à travailler ici à l'Assemblée nationale, mais aussi au Sénat? Il y a d'abord des choix qui ont été faits pour inscrire des textes sociétaux importants, les soins palliatifs, l'aide à mourir, la protection des plus jeunes sur les réseaux sociaux. Il y a ensuite un grand bloc qui traite des questions régaliennes, la police municipale, la justice criminelle, la sécurité du quotidien, la loi de programmation militaire, bien sûr. Il y a la question territoriale, qui est un autre des arbitrages, avec la simplification, avec la clarification des normes au niveau local, entre collectivités et entre États locaux. Et oui, bien sûr, il y a également la question de l'agriculture avec cette loi d'urgence agricole. Alors, tout le monde sait parfaitement ici que les élections municipales arrivent prochainement. Tout le monde sait ici que nous aurons 3 semaines de suspension dès ce week-end. Le mois de mars sera donc non travaillé ici à l'Assemblée nationale, travaillé pour les parlementaires ailleurs, mais pas dans cet hémicycle. Je fais parfaitement la nuance, j'ai pu le subir par ailleurs quelques mois auparavant et je l'ai dénoncé. Le mois de juin, le début du mois de juin au Sénat, alors entre le choix Sénat et Assemblée, je vous laisse responsable de vos mots et dire aux sénateurs pourquoi vous considérez que le texte doit être travaillé d'abord ici et pas là-bas. Je ne serai pas celui qui arbitrera cela, mais dire que le mois de juin s'est renvoyé au calendrier grec, ça n'est pas vrai. Il reste le mois d'avril, le mois de mai, et au tout début du mois de juin, nous pourrons travailler effectivement ce texte majeur. Oui, il fait partie de tous ces textes qui sont l'arbitrage, qui sont la feuille de route du gouvernement posée à vous, parlementaires. Donc oui, c'est effectivement une priorité. Et sur ce qui concerne le mois de juillet, ça relève. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Bon, pas un mot sur le changement climatique, encore une fois. La parole est à présent c'est à se dire que les agriculteurs n'ont pas du tout les pieds dans l'eau. Merci, madame la présidente. Les socialistes, maintenant. Il y a donc désormais 4 ans, jour pour jour, Vladimir Poutine franchissait une nouvelle étape dans son projet néo-impérialiste en envahissant à grande échelle son voisin ukrainien. Après la Crimée en 2014, la Russie décidait d'amplifier son oppression en multipliant les destructions, les crimes contre les civils, les déportations d'enfants, les frappes contre les infrastructures énergétiques en plein hiver et les violations du droit international. 4 années de lutte, de deuil et de souffrance pour un peuple qui ne demande pourtant qu'une chose, le respect. Le respect de son intégrité territoriale, de son indépendance, de sa population et de ses choix politiques. Nous, socialistes, tenons à rappeler notre soutien indéfectible aux Ukrainiens, incarné par la présence en ce moment même à Kiev de notre premier secrétaire Olivier Faure et de la députée européenne Nora Mebarek. Parce qu'ils sont agressés que nous nous tenons toujours de ce côté de l'histoire, parce que nous sommes convaincus qu'en Ukraine se joue le véritable test grandeur nature de la sécurité et de la solidité démocratique européenne. La Russie mène en effet 2 guerres. Celle très visible sur le front ukrainien et celle sur le temps long, dont l'objectif est d'ébranler les fondements de l'Union européenne et les valeurs qui la fondent. Nous devons donc impérativement continuer à faire front. Nous le devons à la résistance exemplaire dont fait preuve le peuple ukrainien depuis 4 ans et nous le devons à nous-mêmes. Si nous saluons les tentatives d'obtenir des garanties de sécurité pour l'Ukraine par la coalition des volontaires, celles-ci ne viendront qu'après un cessez-le-feu. Or, l'Ukraine a besoin de nous maintenant pour être replacée dans une position de force dans les pourparlers qui se tiennent. La France et l'Europe tout entière doivent lui en donner les moyens. Monsieur le ministre, quelles mesures entendez-vous prendre pour accentuer notre soutien lorsque la participation de la France se situe seulement en 13e position en pourcentage du PIB,
Où en est la France dans sa réflexion concernant sa participation à la mise en œuvre d'une zone d'exclusion aérienne permettant de sécuriser le ciel ukrainien et ainsi protéger la population civile et ses infrastructures? Merci. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, je veux une nouvelle fois saluer la présence d'Olivier Faure à Kiev, accompagné par la députée européenne. Vous avez dit deux choses très importantes. La première, c'est que cette guerre est une guerre coloniale. Et elle part d'un fantasme impérialiste, celui de Vladimir Poutine, qui se solde aujourd'hui par un échec cuisant. J'y reviendrai. J'aimerais bien l'entendre parler de ça pour le conflit israélo-palestinien. C'est une guerre coloniale. Et il y a des forces politiques qui passent leur temps à vouloir accuser la France de sa relation ou de la relation qu'elle entretient avec son passé colonial. Elle ferait mieux, ces forces politiques, de diriger leurs critiques et leurs attaques sur la Russie de Vladimir Poutine, qui est lancée dans cette guerre injustifiée, injustifiable depuis 4 ans. Eh bien oui, cher monsieur. La deuxième des choses importantes que vous avez dites, c'est qu'il y a une guerre contre l'Ukraine, mais c'est aussi une guerre contre l'Europe et contre la démocratie. Puisque tout ça a commencé par des manifestations pacifiques menées par des Ukrainiens qui aspiraient à la liberté et qui le disaient en chantant l'hymne européen et en brandissant le drapeau européen. Et au fond, c'est cela qui a conduit Vladimir Poutine à envahir une première fois, puis une deuxième fois, et puis le 24 février, à grande échelle, a lancé son opération spéciale. Opération spéciale qui se solde par un échec cuisant, puisqu'aujourd'hui, Poutine contrôle la moitié des territoires qu'il occupait illégalement au printemps 2022, au prix de pertes humaines sans équivalent dans l'histoire de la Russie, plus d'1 million de pertes humaines depuis le début de la guerre, c'est-à-dire un nombre supérieur à toutes les pertes russes et soviétiques depuis 1945. Et c'est aujourd'hui 1000 soldats russes qui perdent la vie sur le front pour une progression qui est microscopique. Et pendant ce temps-là, l'économie russe entre en récession, l'essence est rationnée, les caisses de l'État sont vides et ce sont désormais les communications qui sont coupées. Donc oui, Madame les députées, nous allons continuer d'exercer pression sur la Russie avec le 20e paquet de sanctions et soutien à l'Ukraine avec ses 90 milliards d'euros. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. J'aurais bien aimé qu'ils disent ça sur la Palestine et l'Israël. Castor pour le groupe GDR. La gauche démocrate et républicaine, Monsieur le ministre de l'économie, ultramarin. Appliquer mécaniquement le dispositif des certificats d'économie d'énergie au carburant en Guyane amplifie dangereusement la crise sociale et économique que connaît déjà notre pays. L'augmentation de 27% des obligations dès janvier 2027 entraînera une hausse programmée du prix à la pompe. Le coût des C2E pourrait passer de 7,8 centimes par litre aujourd'hui à 10 ou 12 centimes à court terme et jusqu'à 27 centimes à plus long terme. En Guyane, une telle hausse n'est ni absorbable ni acceptable. Le carburant n'est pas un produit de confort, c'est un bien de première nécessité. Il n'existe en Guyane aucune alternative crédible à la mobilité thermique. Chaque centime supplémentaire se répercute immédiatement sur le coût de la vie. Le plus injuste, c'est que les Guyanais contribuent à un dispositif dont ils ne bénéficient pas. Les fonds collectés financent majoritairement des opérations dans la métropole. Nous payons donc sans contrepartie, c'est encore une double peine. Ma question est donc claire. Le gouvernement doit exclure la Guyane du dispositif des C2E appliqué au carburant. Est-il prêt à le faire, oui ou non, Monsieur le ministre? Il est impératif d'agir pour éviter qu'une crise sociale majeure n'éclate en Guyane, comme en 2008, celle qui a été précurseur des mouvements et des mobilisations historiques contre la vie chère en 2009 aux Antilles. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Roland Lescure, ministre de l'Économie et des Finances. Merci, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs le député, Monsieur le député Jean-Victor Castor, merci pour votre question. Je vais me permettre de corriger 2 éléments de votre question. La première, quand vous dites qu'on répercute mécaniquement le prix des C2E sur l'essence, c'est pas vrai en général. Je vous rappelle que c'est les producteurs et distributeurs d'essence qui choisissent ou non de les répercuter, mais c'est particulièrement inexact dans les départements d'outre-mer, parce que vous le savez, nous avons plafonné pour la moitié d'entre eux le prix à un prix fixe qui est inférieur au prix de marché des C2E. Donc nous limitons donc tout va bien en Guyane. De la hausse de ces C2E sur l'impact du prix. Et par ailleurs, les territoires d'outre-mer bénéficient aussi des mesures d'accompagnement et bénéficient en fait de manière plus importante que la métropole. La consommation d'énergie des territoires d'outre-mer, c'est 1,5% du total.
Et sur les montants de CDE dédiés aux départements et aux territoires d'outre-mer, c'est 2% du total. Donc on a en fait un bonus, une prime qui qualifie... alors, de quoi vous vous plaignez les ultramarins, les habitants des territoires d'outre-mer. Vous vous rendez pas compte que vous êtes chanceux? Arrêtez de vous plaindre. Ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire que des isolations de combles, de toitures, des raccordements à des réseaux de froid, des climatiseurs de qualité sont financés grâce au CDE dans les territoires d'outre-mer de manière plus importante que ne le sont des réseaux de chaleur ou autres Comment ça m'énerver, Roland, dans la métropole. Voilà, si on supprime demain le bénéfice des CDE et l'impact sur les prix, on n'aura plus ces dispositifs qui permettent à nos compatriotes d'outre-mer eux aussi de bénéficier des économies d'énergie. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le député. Ce que je comprends, Monsieur le Ministre, c'est qu'en fait, vous ne voulez pas donc exclure la Guyane de ce dispositif. Je vous rappelle qu'en maintenant cette disposition, le contribuable, les particuliers, les entreprises auront 27 centimes par litre. Oui, monsieur, nous avons déjà contacté, nous avons eu des entretiens et des auditions avec l'ensemble des distributeurs de Guyane. Ce sera 27 centimes. C'est dommage quand les députés font leur travail. Et ça, moi, je vous le dis, nous ne sommes pas prêts à l'accepter. Et je vous avertis tous à l'Assemblée, nous allons organiser à nouveau des mobilisations massives parce que c'est inacceptable. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Très rapidement, ce que je vous ai dit, monsieur le député, c'est que si on supprime le dispositif de CDE, on supprime aussi les bénéfices qui font qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de nos compatriotes des territoires d'outre-mer qui bénéficient de subventions. Par ailleurs, les estimations que vous donnez sont des estimations des distributeurs qui ont beau jeu de répercuter de manière mécanique les hausses. Franchement, on va leur mettre de la pression, mais je vous rappelle... Oui, donc il va rien faire. La moitié effectivement, il pourrait faire quelque chose, mais il va rien faire. Ailleurs dans les territoires d'outre-mer. Merci. Merci beaucoup, monsieur. On va leur mettre la pression. Monsieur Laurent Mazoré pour le groupe Lyot. Allez, les indépendants. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et de l'Europe, chers collègues. 4 ans. 4 ans jour pour jour que la Russie a déclenché une guerre d'agression contre l'Ukraine. 4 ans de crimes, de destruction et de vies brisées. Je pense d'ailleurs en cet instant à toutes les victimes de ce conflit. Bien sûr. 4 ans que le droit international est piétiné et violé. 4 ans que l'Europe, que le monde regarde l'impunité s'installer. Pourtant, l'attitude des États-Unis, de la Hongrie ou même de certains sur ces bancs nous contraint à agir plus vite, plus fort. La France doit être moteur dans la pression contre la Russie. Le président de la République hier encore a rappelé cette nécessité pour l'Europe. Donnons l'exemple. La France doit mobiliser ses atouts nationaux. Elle doit pousser l'Europe à agir. Elle doit innover. Elle doit frapper fort. Monsieur le ministre, en ce jour funeste pour l'Ukraine, en ce jour sombre pour l'Europe, agissons. Ce matin, en conférence des présidents, 271 de mes collègues, que je remercie ici, ont soutenu ma proposition de loi levant un frein juridique sur l'utilisation des avoirs gelés en France, ici. Malheureusement, cela n'a pas suffi. Quelle occasion manquée. C'est pas une bonne idée. Il est nécessaire d'ouvrir ce débat pour donner à l'Ukraine un outil supplémentaire pour résister et pour négocier, mais aussi pour lutter contre toutes les violations graves du droit international. Alors, Monsieur le Ministre, je vous le demande solennellement, quelles sanctions nationales comptez-vous prendre dès aujourd'hui contre la Russie? Allez-vous soutenir ma proposition de loi pour qu'elle soit enfin inscrite à l'ordre du jour? Car le temps presse, chaque jour compte, chaque vie compte. Il faut frapper aussi là où cela fait mal, au portefeuille. Je vous remercie. Il n'y aura aucune sanction nationale qui sera prise puisqu'on n'a pas le droit de le faire au niveau national. C'est forcément au niveau européen. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Laurent Mazoré. Le gouvernement vous a écouté et c'est la raison pour laquelle il a proposé que nous puissions geler ces actifs russes qui sont localisés en Europe en précisant de manière très claire au mois de décembre dernier qu'ils ne seraient dégelés qu'à la condition que Vladimir Poutine mette fin à sa guerre d'agression et qu'à la condition qu'il verse des réparations à l'Ukraine. Cependant qu'en même temps, nous élaborions ce prêt de 90 milliards d'euros qui va placer l'Ukraine à l'écart de toute difficulté financière pendant 2 ans, lui permettre aussi d'engager ses discussions, ses négociations. Ça va durer 6 mois, 90 milliards. De force, et lui permettre de financer son effort militaire aussi longtemps que nécessaire. Et donc, au mois de novembre, Volodymyr Zelensky revient et dit « j'ai encore besoin de 90 milliards ». Dans votre texte, c'est bien l'esprit et l'intuition que vous avez portés ici.
et sur la base de laquelle nous nous sommes appuyés pour entraîner en Europe ce consensus qui nous a permis de faire aboutir ce prêt historique de 90 milliards d'euros. Prisca Thévenot rappelait tout à l'heure qu'il n'est pas encore définitivement adopté, la Hongrie ayant placé quelques conditions. Je lui répondais que ça n'est qu'une question de jours et que le dialogue est engagé avec la Commission européenne pour que tout blocage puisse être résiduel, puisse être levé. Le soutien, je veux le dire aussi, ça n'est pas uniquement le soutien budgétaire apporté par le gouvernement. C'est celui qui a été apporté tout au long de cette guerre depuis 4 ans. Et les Ukrainiens et leurs ambassadeurs le savent, par les parlementaires français qui, en grand nombre, se sont rendus en Ukraine pour témoigner de notre soutien. C'est aussi le soutien des collectivités territoriales qui ont accueilli plus de 100 000 réfugiés ukrainiens et leurs familles quand, au début de la guerre, ils sont partis par milliers pour fuir les violences et la guerre. Et puis, ce sont un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place au fil de l'eau, comme celui qu'avec le ministre de l'Économie et des Finances, nous avons rechargé la semaine dernière, 71 millions d'euros pour les entreprises françaises installées en Ukraine. Merci, monsieur le député. Oui, je vais réitérer à nouveau ma question. Je parle bien de saisir les avoirs gelés en France et donc de se donner le mécanisme qui nous permette d'envisager de le faire. Je vous remercie. Et c'est pas une bonne idée, je le répète. Monsieur le député, la parole est à présent monsieur Patrice Martin pour le Rassemblement national. Oh non. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Agriculture. Le salon de l'agriculture vient d'ouvrir et comme chaque année, le président de la République... ils vont encore parler des normes et ils vont pas parler du changement climatique, je le sens venir. Un pseudo-soutien au monde agricole. Mais derrière les discours, les agriculteurs voient surtout une longue liste de décisions, de renoncements et de contradictions allant contre leurs intérêts. Vous parlez de protection, mais vous n'agissez pas sur la rémunération agricole et laissez avancer les accords de libre-échange qui exposent nos filières à une concurrence déloyale. Vous parlez de souveraineté, mais vous laissez perdurer une politique où l'agriculteur français subit davantage de contraintes pendant que nos importations ne jouent pas avec les mêmes règles. Vous parlez de simplification, mais sur le terrain, les producteurs voient surtout de l'instabilité, des normes, des annonces sans effet immédiat et des arbitrages repoussés. Bingo. Vous parlez de promesses, mais c'est de nouvelles trahisons qui s'opèrent. Vous avez annoncé la suspension du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières sur les engrais par la Commission. Il n'en est rien. Cette suspension est soumise à l'approbation d'un texte coincé dans les arcanes du Parlement européen que les groupes de gauche, macronistes, et le PP... Présomption d'innocence, Swibne. Vous laissez croire à une suspension. Vous en êtes même félicité, alors qu'Emmanuel Macron a publiquement renoncé devant les céréaliers samedi que le MACF s'appliquerait finalement comme prévu. Voilà votre méthode. Écoutez, annoncer, pour mettre en bon sentiment, puis temporiser, endormir, tromper et enfin trahir. Une trahison en cache une autre. Vous reportez l'examen du projet de loi d'urgence, présenté pourtant comme indispensable pour le Premier ministre, alors que le monde agricole attend des actes immédiats, pas un nouveau calendrier politique pour satisfaire votre agenda. Ma question est simple. Combien de promesses oubliées, contredites, dilatoires, de protection introuvable et de reports manifestes faudra-t-il encore pour que vous cessiez de sacrifier notre agriculture à votre communication? Je vous remercie. Ah, une question pas du tout caricaturale. Monsieur le député, la parole est à monsieur Laurent Pagny-Pous, ministre en charge des relations avec le Parlement. Et la réponse ne sera pas du tout caricaturale, elle, bien sûr. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Patrice Martin, alors... C'est pas évident, je l'ai déjà fait, pas à l'Assemblée nationale, mais dans une circonstance pratiquement similaire. C'est déjà bien flippant. Elle ne date pas de l'année 2025, 26, 24, elle est bien plus ancienne. C'est une accumulation de crises économiques, monsieur le député, de crises sanitaires, de crises climatiques qui ont traversé les gouvernements. Alors, est-ce que notre pays doit garder un mot sur le climat, de la souveraineté alimentaire et de la dignité de celles et ceux qui nous fait 50 minutes. Qui nous font manger tous les jours? Oui, bien sûr. Est-ce que nous essayons, dans le cadre d'une loi d'urgence agricole, de répondre en partie à certaines problématiques? Oui, il y a aussi le volet réglementaire. Mais je ne vous laisserai pas dire ce que vous venez de dire. Ce gouvernement, le gouvernement dont je fais partie, l'ariégeois que je suis et qui a subi la crise DNC de plein fouet, en étant parfaitement aux côtés de nos agriculteurs. Oui, mesdames, messieurs les députés. Mais elle n'est pas là, Annie Genevard. Dans les yeux, ce gouvernement accompagnera les agriculteurs. Bon, non pas que ça me dérange. En sorte que la souveraineté alimentaire soit une réalité dans les années à venir.
les gouvernements qui nous suivront nous y aideront. Pour ce qui est de la question concrètement de la MACF que vous avez évoquée, contrairement à ce que vous avez dit, le gouvernement a été bien sûr mobilisé. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous sommes parvenus à faire baisser le surcoût du MACF, pardon pour l'acronyme, de 24% à 10% en moyenne pour 3 ans. Et ce depuis le 1er janvier de cette année, grâce à une révision du calcul de la taxe que vous n'avez pas évoquée. Mais je sais bien que c'est encore beaucoup trop peu et qu'il faut aller encore plus loin. Notre objectif est très clair, obtenir une neutralisation pure et simple de l'effet de l'MACF sur le prix des engrais. La Commission s'y est engagée, les modalités pour y parvenir sont en cours d'élaboration, mais je ne doute pas que le commissaire en charge de l'agriculture, qui sera présent au Salon de l'agriculture dès demain, ne viendra pas sans solution. Monsieur le député, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je crois qu'il vous reste 2 secondes. Oui. Monsieur le ministre, pas de blabla, du résultat. Vous répondrez, mais répondez vite. Merci beaucoup. Oh là là. La parole est à présent à Madame. Oui, c'est visible dans l'Assemblée nationale, oui, sur les différents écrans. Merci Madame la Présidente. On est de retour à la France Insoumise. Pendant 12 jours, des milliers de Français ont dû affronter des inondations inédites, dont au moins 30 villages de ma circonscription de Gironde, comme Cadillac, Langoiran, La Réole, Bassane, Bourdelle ou Bari. 12 jours pendant lesquels des milliers de personnes ont été mobilisées pour en sauver, dépanner, héberger d'autres. Je tiens à saluer de nouveau la solidarité totale des habitants et l'engagement sans faille des élus et agents municipaux et intercommunaux, l'action déterminante des sapeurs-pompiers, de la gendarmerie, des agents du département sur le réseau routier, ainsi que des équipes d'Enedis. À ce jour, la décrue est en cours et les conséquences s'annoncent catastrophiques. Il va falloir nettoyer, indemniser et réparer. Des bâtiments, mais aussi des vies. Nous appelons ça une catastrophe naturelle, mais il n'y a rien de naturel dans le réchauffement climatique provoqué par notre activité humaine de surproduction. Il n'y a rien de naturel dans 50 années d'artificialisation des sols qui se poursuivent aujourd'hui encore avec vos grands projets inutiles d'autoroutes et de LGV. Rien non plus de naturel dans ces sols appauvris au point de ne plus pouvoir absorber l'eau. Ce que le débordement de la Garonne nous révèle en réalité, c'est une catastrophe profondément politique. En déléguant la compétence de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations aux intercommunalités, sans concertation ni compensation financière cohérente, l'État a mis les élus locaux devant des choix impossibles. Avec quels moyens entretenir des dizaines de kilomètres de digues? En Gironde, c'est une calamité de plus qui s'abat sur les agriculteurs, et en particulier sur les maraîchers. 89 sur 90 ont tout perdu et ils ne seront pas indemnisés. Madame la ministre, il paraît que la souveraineté alimentaire est une grande cause nationale, voire même une boussole. Alors prenez-vous l'engagement aujourd'hui devant les Français de leur débloquer immédiatement un fonds d'urgence de trésorerie. Voilà, c'était exactement la question à poser pour parler des inondations. Voilà. La parole est à Monsieur Mathieu Lefèvre, ministre en charge de la transition écologique. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Feld, quel dommage de tout conflictualiser, quel dommage alors que notre pays vit une catastrophe Mais c'est une blague naturelle d'une ampleur extrêmement importante, de tout politiser et de tout conflictualiser. Madame la députée, permettez-moi tout d'abord de redire à quel point les maires, les élus locaux sont en première ligne. Dans la question, elle est irréprochable et le gars, il vient te mettre une claque. Le soutien de l'État, comme le soutien évidemment à toutes celles et ceux qui ont contribué à sauver des vies, les sapeurs-pompiers, les policiers, les gendarmes, les agents de sécurité civile. Non, ça n'est pas du blabla, Madame la députée, ce sont des gens qui sauvent des vies. Mais Madame la députée, pardon de vous dire, mais quelle audace vous avez! Venir dans cet hémicycle réclamer des moyens supplémentaires alors que vous avez voulu censurer le budget de la nation qui prévoit 300 millions d'euros pour le fonds Barnier, Madame la députée, qui prévoit 850 millions d'euros pour le fonds vert pour que nos communes puissent s'adapter. Et 5 milliards en moins pour le budget des collectivités qui doivent gérer ces situations. À zéro avec vous, Madame la députée, dans votre département, les 34 millions d'euros qui sont destinés à protéger les communes de vos circonscriptions auraient été ramenés à zéro avec vous, Madame la députée. Ouais, mais plus 500 millions parce qu'il n'y aurait pas eu 5 milliards de coupes. Le gouvernement met plus de 2 millions d'euros auraient été ramenés à zéro. Alors oui, Madame la députée, il faut continuer à nous protéger, continuer
à bâtir la ville de demain. En réduisant les budgets. À intégrer le risque inondation dans l'ensemble de nos politiques publiques, de en réduisant le budget. Urbanisme. Mais de grâce, cessez de conflictualiser les usages, cessez de conflictualiser les de construction. De la même manière, dans le budget qui est soumis à la nation, avec vous, nous n'aurions rien investi pour que Météo France développe des outils supplémentaires. Nous n'aurions pas développé, Madame la députée, l'extension. Ah non, mais là, il y a des claques qui se perdent. Pour que les prévisions bah oui, parce qu'il sait qu'il est complètement à côté de ses pompes. Donc, plutôt que de répondre correctement, il ne peut faire que provoquer. Voilà. Madame la députée. Pour fuir vos responsabilités, votre réponse est pitoyable. C'est vous qui conflictualisez tout. Bah oui. C'est inadmissible vis-à-vis des maraîchers. Merci, je vous demande de mettre en place des mesures. Beaucoup. Voilà. La parole est à Madame Léa Balage-Elmariki pour le groupe écologiste et social. Mais vous savez, c'est juste parce qu'elle porte une étiquette insoumise. La même question aurait été posée par un socialiste. Ah bah alors là, ça aurait brossé dans le sens du poil. 60 millions de consommateurs. Qui a révélé la pratique des frais bancaires abusifs que nous subissons en cas de découvert? 60 millions de consommateurs. Ah, je crois qu'on va parler de 60 millions de consommateurs. Que des couches et des protections hygiéniques contenaient des pesticides. 60 millions de consommateurs. Qui a enfin révélé le scandale des poupées pédocriminelles vendues par Chine? 60 millions de consommateurs. Depuis plus de 50 ans, l'Institut national de la consommation et son magazine, 60 millions de consommateurs, est une référence pour chaque foyer en France. Et pourtant, vous avez choisi de les liquider. Des industriels empoisonnent, 60 millions de consommateurs les protègent, le gouvernement supprime 60 millions de consommateurs. Nous avions pourtant voté 2 fois en commission des finances pour son maintien, mais vous avez acté cette liquidation dans l'ombre d'un budget acté par 49.3. Votre décision comporte d'autres parts d'ombre. Depuis 15 ans, l'État a réduit les moyens de l'INC, bloqué ses investissements et l'Institut national de la consommation pour justifier sa fermeture. Vous annoncez un coût de liquidation de 8 millions d'euros alors que les estimations dépassent 11 millions d'euros. Les 3 millions de différence seront pris sur les associations de consommateurs qui pourront aussi disparaître. Le décret génial. Publié dans 1 mois. Aujourd'hui, 52 salariés demeurent sans information claire. Alors ma question sera simple. Puisque vous ne voulez pas de la transparence pour les consommateurs, donnerez-vous au moins la transparence de vos décisions devant la représentation nationale? Quelles seront les modalités exactes de liquidation de l'Institut national de la consommation? Et surtout, que vont devenir 60 millions de consommateurs? Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Papin, ministre des PME, du commerce et de l'artisanat. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés. Madame la députée Léa Balage-Elmariki. Alors d'abord, je m'appuie sur un rapport du Conseil d'État qui recommande de céder le titre INC. Alors pourquoi ? Parce que sa dépendance finalement à l'État est contre-productive. Je vais vous citer des exemples parce que... Ah oui, il faut que ça rapporte des thunes. Ça n'a pas le droit de coûter des thunes. Protéger les gens, ça n'a pas le droit de coûter de l'argent, il faut que ça rapporte. Passer par les règles de la commande publique. Et donc, c'est beaucoup trop long. Ensuite, je suis d'accord avec vous, les salariés, j'ai eu une discussion avec le directeur général, ils ont besoin de visibilité, ils ont toujours l'impression de vivre dans la précarité. Voilà. Ils ont surtout besoin d'avoir un institut. Le développement et la pérennité du titre, je suis sûr de ça, seront mieux assurés dans le domaine privé. Je vais vous dire, oui, mais le titre est très attractif. Et nous avons aucun doute sur l'intérêt. Il faut créer de l'argent. Vont y porter de nombreux repreneurs. Parce qu'il ne s'agit pas de la disparition du titre. Si, c'est plus logique que la dépendance à l'État. Ça va créer des conflits d'intérêts. Non, mais les travaux vont commencer. Nous allons recevoir tout liquider. Des acquéreurs. Il faut je peux vous dire que liquider. Les 51 salariés, moi je vais veiller à ce qu'ils soient traités convenablement et qu'ils soient repris. Donc en effet, vous avez dit on a un budget de 8 millions d'euros qui est prévu pour assurer cette transition. Et vous verrez que le paradoxe, c'est que ce titre va pouvoir se développer sans la dépendance de l'État. Merci, Monsieur le Ministre. Madame la députée.
Monsieur le ministre, si vous êtes sincère, faites œuvre utile et permettez la reprise de ce titre par les salariés en coopérative pour qu'il soit sauvé de l'appétit vorace des lobbies qui vont se ruer sur ce titre et ensuite défendre leurs intérêts privés voilà. au détriment de l'intérêt général et du voilà. droit de consommation. Parfait. Merci Madame la députée. Monsieur le ministre. Alors ça, Madame la députée, je veux bien le regarder. Oui, juste le regarder, hein. Certainement ministre, pas le valider. La parole est à présent à Madame Josie Poitou pour le groupe démocrate. Ah, les démocrates, tiens. Oui, vu et son tape, exactement. Ouais. Le 24 février, non, on va marque privatiser. Le 4e anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ça va bien se passer. Non, c'est faux. Estime désormais que ce conflit ne doit plus nous concerner, alors que notre esprit de défense peine à s'enraciner dans notre société, alors que la Hongrie vient d'opposer son veto à de nouvelles sanctions européennes, je veux, au nom du groupe démocrate, redire notre soutien indéfectible au peuple ukrainien et rappeler que cette guerre est aussi la nôtre. Ne nous trompons pas, la Russie poursuit son effort de guerre avec détermination. Près de 50% de ses ressources sont orientées vers une économie militarisée. Son industrie est tournée vers la production d'armements. Son appareil d'État est structuré pour la confrontation. Rien, sinon une action résolue, ne freinera ses ambitions. Et 4 ans après, il faut aussi que la France et l'Europe se demandent quelles leçons concrètes elles ont tirées de ce conflit pour renforcer leur souveraineté alimentaire, énergétique et son esprit de défense. Car nous sommes déjà concernés. La France est visée par des cyberattaques, des opérations de déstabilisation et des campagnes de désinformation. La guerre hybride est une réalité. Les temps ont changé. Cette guerre engage la sécurité de l'Europe, nos valeurs et notre avenir. Nos armées ont amorcé leur transformation, mais face à un régime installé dans une logique de guerre durable, nous devons accélérer. L'actualisation de la LPM sera un moment de vérité. Si nous affirmons que la Russie ne doit pas gagner, nous devons nous en donner les moyens. Madame la ministre, quelles adaptations capacitaires et budgétaires entendez-vous engager pour préparer la France à un conflit de haute intensité et renforcer notre résilience face aux menaces hybrides, russes notamment? Quelles initiatives concrètes la France est-elle prête à porter pour contribuer à la protection du ciel ukrainien, comme l'a proposé notre collègue Frédéric Petit, afin de mieux protéger les civils et les infrastructures critiques? Je vous remercie. Oui, on va certainement avoir une redite de toutes les réponses précédentes déjà. Salut King Loris et bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Josie Poitou. Madame la députée, vous avez raison, depuis 1462 jours, la France est aux côtés de l'Ukraine. Parce que le premier point que nous pouvons collectivement reconnaître, c'est l'implication, la résilience du peuple ukrainien face à cette guerre. Et pour ce faire, la réponse est plurielle. La première chose, vous l'avez évoqué il y a une seconde, c'est une réponse évidemment capacitaire. Depuis le premier jour, la France a souhaité apporter effectivement des réponses capacitaires, mais également des réponses en matière de formation, parce qu'il faut également être opérationnel. Et cela me conduit à répondre à votre première question, qui est de dire comment pouvons-nous nous adapter? Eh bien oui, en 10 ans, la France aura doublé le budget de ses armées. En doublant le budget de ses armées, nous travaillons d'une part sur le capacitaire, mais nous travaillons également sur le maintien en conditions opérationnelles. Ça veut dire des heures de vol, ça veut dire des heures évidemment pour nos navires, ça veut dire également des heures d'entraînement pour notre armée de terre. C'est comme cela que nous pouvons effectivement nous préparer. Vous avez également parlé de cette menace hybride et vous avez raison, la menace hybride, elle a aussi besoin de plusieurs réponses. La première, c'est une réponse cyber, bien sûr. La deuxième, c'est une réponse en matière de renseignement. Dans la LPM que nous aurons l'occasion de discuter dans quelques semaines, nous parlerons de l'augmentation des budgets pour le renseignement. Parce que là aussi, il y a des éléments et c'est la DRSD qui, aux côtés de nos entreprises, les informe, les accompagne. C'est comme cela que nous pouvons aller plus loin. Troisièmement, vous m'avez interpellé sur le sujet du ciel ukrainien. Le ciel ukrainien, c'est une protection que nous avons en européen, parce que protéger l'Ukraine, c'est protéger l'Europe. Très concrètement, quand la France met à disposition un santé, c'est d'un côté un radar, c'est de l'autre côté des missiles. C'est comme cela que nous pouvons concrètement répondre aux besoins de l'Ukraine. Les besoins de l'Ukraine, ce sont les besoins de l'Europe aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent à Madame
Laurence Pourquoi elle perd pas Dati? Parce qu'elle a peur de perdre Paris. Oh non, le RN. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre... Excusez-moi, c'est une réaction viscérale. Dans ma circonscription, la ville de Saint-Dizier était l'un des phares économiques et industriels de la région du Grand Est. Aujourd'hui, les fonderies Hachette et Drioux, fleuron historique du territoire, près de 250 salariés, des savoir-faire uniques en France dans la fonderie de précision, indispensable à notre souveraineté énergétique, est menacée de disparaître. Il y a un an, les fonderies se sont faites racheter par la holding ACI Group pour 200 000 €. Autrement dit, une bouchée de pain avec une obligation d'investissement de 3,5 millions d'euros qui ne sont jamais arrivés. ACI n'en était pourtant pas à son premier coup d'essai. En 2021, elle avait empoché 4 millions pour reprendre Reims Aerospace avant de la liquider 3 ans plus tard. Au-delà de ces conditions de rachat douteuses, le désastre industriel que nous vivons n'est pas étranger à la politique anti-industrielle menée par Emmanuel Macron. Les chiffres de 2024 et 2025 nous disent la vérité. Les fermetures d'usines s'accélèrent, tout comme les destructions d'emplois industriels. Les promesses étaient belles, la réalité ne ment pas. Pour sauver Hachette et Drioux, des solutions existent. Il y a un carnet de commandes qui n'attend qu'à être honoré, c'est simplement la trésorerie qui manque. Monsieur le ministre, nous avons assez entendu les promesses du président sur le réarmement industriel. Face au slogan, je vous apporte une solution chiffrée et immédiate. Un prêt d'environ 5 millions d'euros suffirait à relancer l'entreprise. Ma question est simple, l'État sera-t-il, oui ou non, au rendez-vous pour sauver Hachette et Drioux et ses 250 salariés? Oh bah, vous connaissez la réponse classique, hein. On va tout faire pour la laisser tomber. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Robert Dehaut. Franchement, je trouve que ce n'est pas au niveau d'utiliser les difficultés de salariés sur lesquels... Ah, ça faisait longtemps, hein. Incitation à la provocation. Ce gouvernement a doctorat là-dedans. La réalité, c'est que depuis 9 ans, nous avons recréé de l'emploi industriel en France, nous avons ouvert plus d'usines qui en ont fermé et que malheureusement, il reste des situations difficiles, dont celle-là sur laquelle je vais vous répondre. Mais il n'y a que ça, des situations difficiles, Roland. Les salariés qui sont aujourd'hui concernés par des difficultés pour raconter n'importe quoi, vous devriez avoir honte. Maintenant, sur la situation Hachette et Drioux que vous connaissez, vous le savez, elle a été rachetée par ACI il y a un peu plus d'1 an. Et vous le savez aussi, ACI est en règlement... C'est pitoyable, hein. Le niveau du gouvernement aujourd'hui est pitoyable. Toutes les situations de toutes les filiales de ce groupe, avec une attention particulière portée à l'industrie, à l'usine que vous mentionnez, parce que c'est une usine qui notamment fournit l'industrie de l'armement. Et vous le savez aussi, il y a une audience très importante aujourd'hui, enfin j'espère que vous le savez, au tribunal, avec une offre de reprise pour plus de la moitié des salariés que nous espérons voir bien se terminer. Je n'interviens évidemment pas dans les décisions de justice et donc je ne peux pas répondre à votre question aujourd'hui. Je vais laisser la justice faire son travail, mais évidemment que l'État sera prêt à accompagner cette entreprise dans le cadre d'un processus de reprise, comme elle l'est pour toutes les filières du groupe. Merci. Ouais, t'as raison, Croque-Thune. Ce serait intéressant une règle comme ça, voilà. Oui, vous n'avez pas répondu à ma question, puisqu'il suffirait de 5 millions de la part de l'État pour aider cette entreprise. Alors moi, je vous parle de sidérurgie de pointe, celle qui fonde notre souveraineté énergétique, malmenée par Emmanuel Macron. On peut agiter des projections. Moi, je vous parle de 250 emplois industriels concrets et réels qui risquent de disparaître ici et maintenant. Merci Madame la députée. Monsieur le ministre. Bah oui. Ouin, c'est ça? Arrêtez avec Emmanuel Macron. Il n'est pas responsable de l'avenir de cette entreprise. Cette entreprise, nous nous en occupons. Et non, bah non, pas du tout. Glosez. Oh là 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 là. Merci Monsieur le ministre. Oh la cour de récré. La parole est à présent à Monsieur Stéphane Travert pour le groupe Ensemble pour la République. Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, je sais Madame la Ministre de l'Agriculture mobilisée aujourd'hui et toute la semaine, comme beaucoup d'entre nous, au Salon de l'Agriculture, et elle a raison d'être aux côtés de nos filières à arpenter les allées du Salon. Alors que le Salon international de l'agriculture a ouvert ses portes samedi dernier, les éleveurs et artisans bouchers charcutiers ont pris connaissance de la circulaire relative à la stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat 2025-2030.
Ce document prévoit que pour répondre aux enjeux nutritionnels et environnementaux, la limitation de la consommation de viande et de charcuterie doit se faire en faveur de celle de protéines végétales dans une logique de rééquilibrage des sources de protéines. Dans le même temps, la France et ici au Parlement, nous nous sommes opposés à l'accord commercial avec le Mercosur pour protéger nos filières d'élevage face à des productions étrangères qui ne respectent pas nos standards de production sanitaire, environnementaux, mais aussi sociaux. Or, sur le terrain et dans les allées du salon, je l'ai constaté depuis samedi matin, nous sommes nombreux à les arpenter, ce message est devenu difficilement lisible. Affaiblir structurellement la consommation de viande revient donc à fragiliser simultanément deux maillons indissociables, le revenu des éleveurs, l'activité des commerces alimentaires de proximité. Le signal est particulièrement violent pour nos éleveurs qui respectent les normes les plus exigeantes au monde, pour nos bouchers qui valorisent ces productions locales et pour l'ensemble des filières d'élevage fragilisées. Dans nos communes rurales, la boucherie est souvent considérée, et c'était souvent un des derniers commerces alimentaires de proximité, elle emploie des apprentis, fait vivre les centres-bourgs. Pouvez-vous nous garantir que la transition alimentaire que vous portez se conduira avec les filières d'élevage françaises et leurs artisans, et non au détriment de leur activité et de la vitalité de nos territoires? Je vous remercie. Il y a trop de choses qui ne vont pas dans cette question, mais je ne vais pas pouvoir revenir là-dessus en 2 secondes. Mais ça va vraiment pas, la question. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le Ministre Stéphane Travert. Avec la stratégie nationale pour l'alimentation, nutrition et climat, le SNANC, le gouvernement affirme une ambition claire, permettre à chaque Français d'accéder d'ici 2030 à une alimentation plus saine, plus durable et plus juste. Pour nos agriculteurs, cette stratégie marque une avancée majeure pour la territorialisation de la souveraineté alimentaire. L'objectif est bien que cette stratégie puisse être déclinée concrètement au plus près des territoires, en soutien à nos producteurs et à nos transformateurs. Pour y parvenir, le SNANC prévoit le renforcement des projets alimentaires territoriaux, car ils constituent de véritables tremplins pour favoriser des débouchés pérennes à nos producteurs, trouver des solutions de transformation ou encore garantir le recours aux produits locaux, de qualité et durables pour les restaurateurs qui cherchent à s'approvisionner. Sur la consommation de viande, le SNANC est également clair. La viande a toute sa place dans le cadre d'une alimentation saine et équilibrée. D'ailleurs, il est question d'éviter seulement la surconsommation et pas davantage. Cependant, nous consommons en France une part croissante de viande importée. Les achats de viande des Français ne doivent pas se reporter sur des viandes importées aux conditions et normes de production bien inférieures aux nôtres. C'est pourquoi la SNANC met un point d'orgue à surveiller l'évolution de la consommation nationale de viande pour s'assurer de son adéquation avec les objectifs de réduction des importations au profit d'une viande locale, durable et de qualité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Monsieur Sébastien Saint-Pasteur pour le groupe socialiste. Allez, pour notre dernière question, avant un sacré moment. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre de la Santé, le 29 janvier dernier, le corps de Tia, 16 ans, jeune Pessacaise, a été retrouvé sans vie. Pendant 17 jours, sa famille a vécu dans l'incertitude. À Pessac, sur ma circonscription, nous avons tous mesuré l'épaisseur de cette angoisse. Une famille, une ville, un établissement scolaire, le lycée Pape Clément, des milliers d'habitants, d'adolescents, tous suspendus à l'issue d'un dénouement heureux. Malheureusement, 17 jours après sa disparition, c'est la découverte de son corps suite à un suicide, selon toute vraisemblance. Face à un tel drame, il n'y a pas de mots. J'adresse mes pensées à sa famille, à ses proches. Mais ce drame n'est malheureusement pas isolé. Il s'inscrit dans une tendance extrêmement préoccupante. Chez les femmes de moins de 25 ans, la part des décès dus au suicide a doublé en moins de 10 ans. La hausse concerne aussi les gestes d'automutilation et les hospitalisations. Les jeunes filles de 15 à 17 ans sont malheureusement parmi les plus fragiles. On a fait une vidéo sur le sujet. Il fait partie de ceux qui ont conduit à faire de la santé mentale une grande cause nationale. Si vous avez des moments difficiles et que vous souhaitez en parler, 31 14, numéro de prévention du suicide gratuit et anonyme. Trop limitées, trop lentes et les moyens insuffisants. Et dans les établissements scolaires, les équipes sont souvent en première ligne, sans réponse suffisamment structurée, sans coordination suffisante et parfois sans solution face à une jeunesse en souffrance. On a de la peine à voir les déclinaisons sur le terrain des assises de la santé scolaire, par exemple. Pourtant, il est urgent d'agir bien plus fort, d'investir massivement dans la prévention.
Madame la ministre, je ne vous demande pas de nous énumérer la longue liste des annonces qui ont été faites dans le cadre des plans psychiatrie ou des assises de la santé scolaire, mais de nous parler résultats, progrès, objectifs, méthodes. Nous n'avons même plus de délégué interministériel à la santé mentale depuis près d'1 mois. Et depuis 18 mois, comment contredire ceux qui ne voient dans cette grande cause nationale qu'une grande causerie? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Stéphanie Rist, ministre de la Santé. Et je ne vais pas avoir la force de me battre contre les éléments de langage, pas une nouvelle fois. Madame la Présidente, monsieur le député Sébastien Saint-Pasteur, merci pour votre question qui, une fois de plus, nous alerte sur l'état de la santé mentale et les indicateurs dans notre pays qui montrent une gravité de la situation telle que le Premier ministre, la semaine dernière, a pu annoncer la prise en charge à son niveau avec la tenue d'un prochain comité interministériel. Vous l'avez précisé dans votre question, l'enjeu est très souvent interministériel pour renforcer le portage de cette politique publique. Vous me demandez quelques résultats sur les engagements des différents gouvernements, l'engagement de l'État ces dernières années. Il y a depuis 4 ans maintenant une augmentation des dépenses d'assurance maladie pour la psychiatrie qui est passée de 9 milliards en 2020 à 13 milliards en 2025. Après les avoir réduits de 9 milliards en 5 ans. Le nombre de professionnels sur le terrain, le nombre de psychologues sur le terrain a doublé. Le nombre de psychologues conventionnés qui réalisent Mon Soutien Psy, le dispositif qui permet à chacun de pouvoir être remboursé de séances de psychologue, est passé de 4000 psychologues en 2024 à 6700 en 2025. Le nombre de psychiatres a augmenté de 7% ces 10 dernières années. Concernant les centres médicaux psychologiques adultes, vous savez que ces 2 dernières années, il y a eu 18 millions de plus d'engagés, ce qui fait 300 professionnels de plus sur le territoire. Les CMP pédiatriques, 38 millions d'engagés ces 3 dernières années avec 633 professionnels supplémentaires. Malgré tout ça, la situation reste difficile et il reste des situations, et je tiens à apporter mon soutien à la famille dont vous avez pu exposer le cas dans la question. Ma priorité est la santé mentale des jeunes. Nous devons renforcer le repérage et les interventions précoces. Un rapport m'a été remis la semaine dernière pour lequel des actions concrètes vont être engagées. Le numéro 3114 de prévention du suicide est renforcé à hauteur de 23 millions par an. C'est indispensable. Et tout le sujet du travail de lutte contre les addictions qui, chez les jeunes, entraînent des troubles psychologiques. Merci beaucoup, madame la ministre. Bon, encore beaucoup trop d'éléments de langage, mais moins que la dernière fois. Les besoins sont immenses. Nous devons être à la hauteur des enjeux. Nous devons dépenser plus et dépenser mieux pour cette jeunesse qui aujourd'hui traverse une période particulièrement difficile. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue. Elle reprendra à 16h30. Merci à tous. Voilà, c'était donc la fin de cette dernière séance de questions d'actualité au gouvernement. Dernière avant un moment pour nous sur cette chaîne, puisque du coup, avec les élections municipales, le corps législatif et exécutif rentre en période de réserve. Nous n'aurons pas de questions d'actualité au gouvernement avant le 24 mars prochain. Il va y avoir 4 semaines sans questions d'actualité au gouvernement. Voilà, donc on va essayer de se trouver quelque chose à faire en attendant. J'espère que cette séance vous aura plu, du côté de Twitch comme du côté de YouTube. Twitch, on va en discuter tout de suite. YouTube, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aurez pensé de l'attitude pitoyable des membres de ce gouvernement. Voilà, incitation à la provocation. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Fake news en direct. Bref, j'ai envie de dire comme d'habitude, mais là, à un niveau jamais vu. YouTube, si tu as apprécié ce contenu, il faut toujours le préciser. Mais n'hésite pas à laisser un pouce bleu sur cette vidéo. C'est très important pour permettre de le référencer, que d'autres personnes puissent découvrir ce que je propose sur cette chaîne. N'hésite pas à commenter pour donner ton point de vue sur ce que tu as entendu et donner ton point de vue d'une manière générale. Et n'hésite pas à t'abonner si tu ne veux pas rater la suite. On se retrouve bientôt pour de prochaines questions au gouvernement. Enfin, d'ici un mois, quoi, concrètement. Mais en attendant, je vous invite à regarder ce que je fais d'autre sur cette chaîne. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien. Et ciao tout le monde.